bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui nos travaux au Centre de recherche Paul Pascal, qui est une unité mixte de recherche CNRS et Université de Bordeaux. Je vais vous parler des myéloperoxydases. Les myéloperoxydases, le corps humain en fabrique 500 mg par jour, c'est énorme. Et elle est en première ligne dans les défenses immunitaires innées de l'organisme. Et elle va pouvoir, par son activité, tuer les pathogènes. Donc on va utiliser ces enzymes à activité biocide pour la lutte contre les infections nosocomiales. Donc on va voir ensemble qu'est-ce qu'une infection nosocomiale, qu'est-ce qu'une enzyme. Je vais vous présenter la myéloperoxydase et ce qu'on veut en faire. Alors, les infections nosocomiales, c'est une infection qui survient après un délai minimal de 48 heures pour un patient hospitalisé. Vous connaissez bien sûr le célèbre staphylocoque doré, Pseudomonas candida, ou encore, de façon plus récente, une infection par le virus de la Covid-19 qui survient 48 heures après une hospitalisation est considérée comme une infection nosocomiale. Quelques chiffres, il y a 75 000 infections par an en France, 4 000 décès, un patient sur 20 hospitalisé est concerné, et la particularité d'un patient qui est catétérisé au niveau des voies urinaires a plus de risque de se voir survenir une infection nosocomiale. Alors le deuxième point dont je voudrais vous parler, c'est qu'est-ce qu'une enzyme ? Une enzyme, c'est un polymère d'acides aminés, un enchaînement de 21 acides aminés protéinogènes que l'on retrouve dans la nature. Il y a des acides aminés essentiels que le corps ne sait pas fabriquer, donc il va falloir un apport dans la nourriture ou par des compléments. Et il y a des acides aminés non essentiels que le corps humain sait fabriquer. Donc pour fabriquer une enzyme, il faut un enchaînement d'acides aminés. Donc ici, vous avez la séquence primaire d'acides aminés. Cette séquence primaire va s'organiser en structures secondaires. Ici, vous avez un exemple d'hélice alpha. Ensuite, ces structures secondaires vont s'organiser en structures tertiaires. C'est ce qu'on va appeler l'unité de base de l'enzyme. Ces unités vont s'organiser en structures quaternaires. Donc vous voyez, ces enzymes, ces protéines sont très grosses, mais elles ont la particularité d'avoir une activité catalytique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, le saccharose que vous pouvez trouver dans le jus d'orange, par exemple, il peut être hydrolysé spontanément en glucose plus fructose. Les constantes de vitesse de cette réaction non catalysée sont de 10-11 molécules de saccharose qui sont transformées en 1 seconde. C'est très très lent. Quand vous ajoutez une enzyme, eh bien, ce saccharose va être transformé avec une constante de vitesse de 10 puissance 4 secondes moins 1. Donc, il y a un facteur 10 puissance 14 entre la réaction non catalysée et la réaction catalysée par l'enzyme. L'enzyme est donc un catalyseur protéique, mais elle ne va pas changer l'équilibre thermodynamique. Sur cette grosse molécule, il va y avoir dedans un site actif qui peut être une crevasse, une boucle, et seulement 1 ou 2 acides aminés vont intervenir dans la catalyse. Alors maintenant, je vais vous montrer une vidéo réalisée par Victoria Lublin qui a travaillé au Centre de recherche Paul Pascal. Cette vidéo vous présente la myéloperoxydase humaine. Donc, c'est une enzyme qui a la capacité de fabriquer de l'acide hypochloreux, composant actif de l'eau de Javel, de l'acide hypobromate, hypoiodate ou hypothiocyanate. L'hypobromate, pour donner un exemple, peut être utilisé aussi pour désinfecter l'eau d'une piscine. Donc l'enzyme fabrique des composés microbiocides. Alors si on regarde maintenant un peu plus près sur cette enzyme, elle a un groupement prosthétique ici, hémique, lié par 3 liaisons covalentes. Ça va déterminer sa spécificité de substrat. Ensuite, vous avez des pendisulfures en jaune, intermoléculaires et intra-chaînes. Vous avez des ions chlorures qui vont être importants pour l'activité catalytique. Et en surface, des glycosylations. On voit donc que c'est une enzyme assez complexe que le corps humain fabrique en grande quantité.
Au centre de recherche Paul Pascal, nous sommes capables de fabriquer cette enzyme in vitro dans des tubes à essai. Alors pourquoi cette enzyme nous intéresse ? Nous voulons fabriquer des cathéters urinaires. Ces cathéters seront recouverts d'enzymes qui ont une activité biocide. Les propriétés visées sont anti-fouling, c'est-à-dire que la bactérie va être repoussée, ne va pas adhérer au cathéter, et antimicrobien, c'est-à-dire les bactéries qui voudraient s'accrocher sur le cathéter vont être tuées par les produits enzymatiques. Donc nous nous intéressons donc du moléculaire à l'activité microbiocide et nous faisons des études de relations structure-fonction. Il y a des spécialistes des matériaux, des spécialistes des enzymes et des spécialistes de microbiologie. Je vous remercie pour votre attention. Donc on va changer de sujet et on va passer à un sujet où vivant et numérique sont physiquement liés. C'est-à-dire je vais vous parler d'applications et de projets de recherche où effectivement on connecte physiquement du vivant ou du numérique. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir envie de faire ce genre de choses ? Eh bien parce que les tissus vivants, les cellules vivantes, les organes vivants fonctionnent à l'électricité finalement. Donc ils fonctionnent à l'électricité, ils produisent des signaux électriques et ces signaux électriques, ils s'en servent pour communiquer des informations entre eux. Mais ces informations peuvent aussi être communiquées vers l'extérieur. Donc, quand on fait ce que je fais en termes de recherche, c'est-à-dire de la bioélectronique, eh bien, on rassemble des équipes d'électroniciens, de physiciens et de biologistes pour des projets où on va intégrer, co-intégrer, c'est-à-dire faire communiquer des circuits électroniques. Circuits électroniques, vous les connaissez, vous en voyez, vous en utilisez beaucoup. Ce sont des circuits qui vont être capables de mesurer un signal électrique, de générer un signal électrique ou de calculer à partir de signaux électriques. Et donc ces circuits, on va les interfacer avec des cellules vivantes ou avec des organes vivants et les faire communiquer. Donc les circuits vont envoyer des informations aux éléments du vivant ou recevoir des informations des éléments du vivant. Les éléments du vivant, ils sont au niveau cellulaire tous polarisés électriquement. Donc on peut mesurer des tensions aux bandes d'une cellule si on a envie. Un certain nombre de ces cellules sont dites excitables. Excitables veut dire qu'elles vont produire une activité qui va varier en fonction du temps et qui va traduire une information. On en parle très souvent au niveau des neurones, par exemple. Quand on regarde l'activité d'un cerveau, on va regarder l'activité électrique des neurones et des synapses, etc., etc. Il y a d'autres cellules qui sont aussi excitables, et je vais revenir un peu plus en détail sur un type de cellule qu'on rencontre un peu moins fréquemment. Quand on veut faire une communication, dans le monde de l'ingénierie, le Graal, c'est la boucle fermée. C'est-à-dire faire communiquer deux éléments. Donc ici, je l'ai illustré avec le vivant à gauche et l'élément de calcul à droite. Les faire communiquer dans les deux sens. Du vivant vers l'électronique, par un capteur, mais de l'électronique vers le vivant dans l'autre sens, par une stimulation qui peut être électrique, chimique, etc. C'est ce qui se passe par exemple dans un pacemaker, c'est ce qui se passe dans certaines applications où on traite les signaux du cerveau, par exemple pour la stimulation cérébrale profonde, etc. Et là, je vais vous montrer un exemple qui est un petit peu différent. C'est une application de ce principe de la boucle fermée au diabète. Alors, une petite définition du diabète. Donc je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas biologiste, donc j'ai une vision du diabète qui est celle de l'électronicienne qui essaye de comprendre ce qui se passe. Hein, d'accord. Donc normalement ma définition ici est correcte. Le diabète, c'est un ensemble de maladies chroniques qui d'une façon ou d'une autre vont toucher la régulation de la glycémie chez l'humain. Toucher la régulation de la glycémie, ça veut dire que vont se produire des hypoglycémies. Bon, c'est gênant, mais c'est pas très grave. Mais des hyperglycémies, ça, c'est vraiment très grave. Donc, chez un patient diabétique, il y a des éléments du corps qui ne sont pas interconnectés ou qui ne sont pas fonctionnels ensemble correctement. Le pancréas, l'insuline, qui est l'hormone qui permet de diminuer le niveau de glucose quand on est en hyperglycémie, et le glucose qui est dans le sang. Alors,
que fait un pancréas sain, finalement? Un pancréas sain, il est constitué d'un ensemble de micro-organes. C'est un organe avec un ensemble de micro-organes qu'on appelle les îlots de Langerhans. Et ces îlots de Langerhans sont des éléments assez extraordinaires d'un point de vue ingénierie. Ce sont des éléments qui sont capables de mesurer leur environnement physiologique, donc de mesurer le niveau de glucose environnant, mais pas que ça, de mesurer le niveau hormonal de leur environnement, de mesurer d'autres nutriments. Et en réponse à ça, ils vont dire bah, j'ai besoin de produire de l'insuline, ou pas. Ils vont faire du glucagon aussi, mais ça c'est une autre histoire. Donc ils sont capables de dire bah, attention, ingestion de glucose, je viens de manger un repas un petit peu costaud, je vais produire plus d'insuline finalement. Alors, quand la régulation se passe bien, ils produisent la bonne quantité d'insuline, de glucagon, ça passe par le foie, ça évite les hyper et les hypoglycémies. Chez les patients diabétiques, il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans cette boucle-là. Donc, soit il n'y a plus assez d'îlots de Langerhans, soit ils ne sont pas capables de produire de l'insuline, soit il y a trop de sucre dans le sang. Il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, la régulation ne se passe pas bien. Donc, ce qui est fait, si on revient à ma boucle fermée de tout à l'heure, ce qui peut être fait pour traiter ce problème-là, c'est de recréer cette boucle de régulation qui ne se passe pas bien par l'extérieur. Et là, on revient à mon système de tout à l'heure. Le vivant, c'est le patient diabétique. Et un certain nombre de patients, notamment de diabète de type 1, sont actuellement équipés de capteurs de glucose, comme on l'en voit sur la photo ici, qui sont implantés alors, en extracorporel, hein, c'est juste une implantation sous-cutanée, qui va faire une mesure continue du niveau de glucose. Un calculateur qui est embarqué sur un smartphone, sur une tablette, sur ce que vous voulez, qui va dire, bon, en fonction de ce niveau de glucose, vu le profil du patient, il a besoin de tant d'insuline. Et ensuite, en retour, on va contrôler une pompe à insuline qui, elle aussi, est implantée en sous-cutané. Donc, on recrée la régulation par l'extérieur. Ça, c'est très bien. C'est très bien, mais ça ne suffit pas dans un certain nombre de cas, essentiellement parce que le capteur qu'on a, c'est un capteur uniquement de glucose. Et ce que je disais tout à l'heure, la régulation de la glycémie ne se fait pas uniquement en fonction de la quantité de glucose ingérée, ça se fait en fonction d'un état hormonal, de l'adrénaline, donc du stress, des variations hormonales qui peuvent être mensuelles chez les jeunes femmes, des variations chez les jeunes adultes aussi, les adolescents, etc. Ce qui fait qu'un certain nombre de patients, même équipés comme ça, présentent ce qu'on appelle un diabète instable. Donc, on ne va pas arriver à réguler simplement avec la valeur du glucose. Donc, ce qu'on a essayé de faire avec des collègues cliniciens, biologistes et électroniciens de l'Université de Bordeaux, c'est proposer une alternative au capteur. Alors, idéalement, il aurait fallu un capteur qui peut tout capter. Le glucose, toutes les hormones, tous les nutriments, etc. Bon, ça, c'est compliqué à faire. Et on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser finalement ce que la nature a très bien fait et a mis des millions d'années à faire, c'est-à-dire des îlots fonctionnels. Donc, des îlots sains, ça peut même être des îlots animaux. Ce sont des îlots qui vont répondre correctement à la mesure de l'état physiologique du patient. Donc dans ma boucle fermée, je vais remplacer le capteur qui était juste un capteur de glycémie par un capteur qui est équipé d'îlots pancréatiques. Et ces îlots pancréatiques ont pour particularité d'avoir un signal électrique. Et ce signal électrique, on peut en extraire une information sur la quantité d'insuline qu'il libère. Donc mon capteur actionneur qui est d'îlot pancréatique sain, je vais mesurer son activité électrique. Son activité électrique me dit « Ah, il faudrait que je libère tant d'insuline » et je vais me servir de cette activité pour commander une pompe à insuline. Alors, comment ça marche? On prend, c'est de l'extracorporel, hein, donc on va positionner des îlots que vous voyez ici qui sont des îlots sains, donc qui répondent bien à l'environnement. On va les positionner sur des microélectrodes, on va mesurer leur signal, et on va commander une pompe à insuline avec ce signal. Pour vous montrer par contre la tête du signal, c'est pas si simple que ça, c'est pas très joli, hein, c'est bruité, ce sont des microvolts, ça bouge en fonction du temps, mais on arrive à en extraire des marqueurs quand même. D'accord ? Donc ce qu'on montre, c'est qu'à partir de ça, on arrive à réguler, à avoir une réponse en fait de certains éléments de ce signal électrique qui vont bouger en fonction des hormones et avoir un profil de glycémie qui correspond bien au patient.
Je saute la dernière diapo et je vais à la fin. Le message qu'il y a un petit peu derrière tout ça, c'est de dire, finalement, quand on veut rétablir une fonctionnalité qui est déficiente suite à une pathologie, on peut aussi aller utiliser directement les capteurs ou les actionneurs qui sont dans le corps humain, et on peut passer par les signaux électriques, puisque la communication intracorporelle se fait par des signaux électriques. Et à ce moment-là, on dispose des technologies de l'électronique, qui sont assez classiques, pour traiter ces signaux. Et je vous remercie de votre attention. Ok, bonjour tout le monde. Je suis très content d'être avec vous ici ce soir pour essayer de vous ouvrir une sorte de fenêtre vers ce qui pourrait être, à mon sens, la psychiatrie de demain. Et plus précisément, ce que je vais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment on va essayer de passer d'outils numériques de suivi à, en quelque sorte, des médecins virtuels qui vont essayer d'aider et d'accompagner des personnes qui vont être atteintes de troubles mentaux. Donc ce qu'il faut savoir, déjà dans un premier temps, c'est que selon les chiffres de l'OMS, aujourd'hui en France, il y a une personne sur 5 qui va être atteinte d'un trouble mental. Donc ces troubles mentaux, ça peut être de la schizophrénie, la bipolarité, des troubles dépressifs majeurs, on peut avoir des problèmes d'addiction ou même des problèmes d'insomnie chronique. Donc un éventail assez large au final de pathologies. Mais ce qui est vraiment important ici de se rendre compte, c'est que globalement, parmi ces personnes qui auront des problèmes, il y en a plus de la moitié qui ne vont pas pouvoir bénéficier d'un suivi médical adapté. Et si on regarde les personnes qui vont avoir des problèmes, par exemple, d'addiction, on va monter jusqu'à 75% de ces personnes qui ne vont pas recevoir un suivi médical adapté. Et donc le premier constat, il est là. C'est qu'on a des personnes qui vont avoir globalement des problèmes, mais on n'a pas vraiment d'outils qui vont réussir à les aider. Le deuxième constat, il est que les personnes qui vont quand même malgré tout avoir la chance d'avoir un suivi médical, elles vont voir leur médecin quelque chose comme une fois tous les 4, 5, 6 mois. Et entre deux consultations de ces médecins, globalement, on a très peu d'informations. C'est-à-dire que les médecins, ils n'ont aucune visibilité sur ce que font leurs patients au quotidien. Et du côté des patients, globalement, ils n'ont quasiment aucun moyen de remonter des informations à leurs médecins. Et ils n'ont pas vraiment possibilité d'avoir des réponses, globalement, aux questions qu'ils pourraient se poser sur leur état de santé. Du coup, une des solutions que nous, on va essayer de proposer au laboratoire Santi, ce n'est pas forcément la seule, pas forcément la meilleure, mais ça va être de développer des outils technologiques qui vont permettre justement le suivi de ces patients. Ces outils technologiques, ils vont en gros avoir deux objectifs. Le premier objectif, ça va être de réussir à récolter des informations de manière transparente et écologique pour réussir à, dans un premier cas, dépister des problèmes éventuels ou réussir à phénotyper des patients en fonction de leur comportement. Les données qui vont être récoltées, elles vont être de deux types différents. On va avoir des données passives qui vont être récoltées de manière totalement invisible par l'utilisateur. On va par exemple avoir des applications qui vont être développées pour récupérer des données de géolocalisation, pour récupérer le nombre de pas d'un patient, le nombre d'appels qu'il passe, la fréquence de ses appels, la durée de ses appels, les personnes qu'il contacte, et qui va utiliser ces informations pour savoir si le patient est en phase d'isolement social ou non. Un deuxième type de données qui va nous intéresser, ce sont des données qui vont être récoltées de manière plus active, à savoir à travers des questionnaires qui sont globalement identiques aux questionnaires papier qu'un médecin va pouvoir utiliser au cours d'un entretien clinique. Et donc on va pouvoir imaginer une application smartphone, par exemple, qui va faire popper une petite notification pour demander à l'utilisateur de remplir, par exemple, un agenda de son sommeil. Et donc on va lui demander, tiens, à quelle heure tu t'es couché, à quelle heure tu t'es endormi, à quelle heure tu t'es réveillé, combien de fois tu t'es réveillé, ainsi de suite. On peut imaginer également suivre les consommations d'alcool, de tabac ou de cannabis. Et on peut avoir également des questions un peu plus générales sur l'état mental du patient. Par exemple, est-ce que vous vous sentez triste, anxieux, déprimé, isolé, somnolent, fatigué, ainsi de suite. Donc une fois qu'on a toutes ces informations, la deuxième étape pour l'outil, ça va être de les utiliser pour en gros donner des conseils et des interventions personnalisées aux patients qu'elle suit. On va avoir par exemple des applications qui vont proposer des petits exercices de méditation et de respiration personnalisés en fonction du niveau de stress ou d'anxiété du patient. On a également des applications qui vont proposer des exercices sportifs personnalisés si elles détectent qu'un patient fait moins de 300 pas par jour par exemple. Et donc des exemples comme ça d'applications, il y en a des tonnes. Elles sont plus ou moins efficaces, mais l'objectif ici, ça ne va pas forcément être de discuter de leur efficacité, mais plutôt de leur usage. Et on va essayer de comprendre en gros quel va être l'engagement de leurs utilisateurs. Pour mieux comprendre un petit peu ce dont je parle, on va regarder ici derrière moi le graphique
qui représente en fait une courbe d'utilisation d'une application à travers le temps. Et donc là, les études ont pris 5 applications différentes qui vont suivre 5 pathologies différentes. Donc des gens qui vont être suivis pour un cancer du sein, des gens qui vont avoir des problèmes d'asthme, des gens qui vont avoir du diabète, des maladies cardiovasculaires, et ainsi de suite. Et ce qu'on remarque derrière sur le graphe, c'est que globalement, sur une intervention de 30 jours, 90% des gens ne vont même pas aller au bout de la première semaine. Et ça, globalement, pour nous, c'est un gros problème, parce que si des gens vont arrêter d'utiliser une application au bout de 2 jours, ben, l'efficacité, elle n'est pas là, donc elle va être vraiment moindre. Et du coup, notre problématique, ça va être d'essayer de comprendre, dans un premier temps, pourquoi les gens arrêtent d'utiliser ces applications, comment essayer de les réengager, et comment les inciter à suivre l'intervention le plus longtemps possible, parce que c'est globalement comme ça que l'intervention sera efficace. Et donc, chez nous, à Sanpsy, une des solutions qu'on envisage, qui n'est pas forcément, encore une fois, la seule, pas forcément la meilleure, mais pour réussir à engager les gens, ça va être d'utiliser ces agents conversationnels animés. Donc des agents conversationnels animés, c'est des petits personnages virtuels, comme Illy, ici, qui va globalement interagir avec des personnes d'un point de vue verbal et non verbal. Et donc ces petits personnages virtuels, pour nous, ils vont avoir de multiples avantages. Un des premiers avantages qu'on va pouvoir trouver, c'est que globalement, les personnes qui vont utiliser des applications avec des petits personnages virtuels, ils vont avoir une meilleure expérience utilisateur. C'est-à-dire qu'ils vont trouver l'application plus sympathique, plus engageante, plus efficace. Et ce qui va être intéressant également, c'est que ces personnes-là, elles vont avoir plus confiance en l'application. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant pour nous, c'est que si on veut créer des applications qui donnent des conseils thérapeutiques du coup à leurs utilisateurs, si on fait passer ces conseils par un petit personnage virtuel, ils ont globalement plus de chances d'être suivis. Et ça, c'est un des premiers avantages très importants pour nous. Un deuxième avantage globalement inhérent à l'utilisation de personnages virtuels, pour mieux le comprendre, on va regarder un petit peu ce cas d'application qui est derrière moi, qui est en fait Ellie. Ellie qui est un personnage virtuel qui a été développé aux États-Unis et qui va servir en fait de psychologue pour des personnes qui vont avoir en gros des épisodes de stress post-traumatique. Et donc Ellie, elle va interagir avec ces personnes, elle va leur poser des questions sur leur vie de tous les jours, comment ça va, ce qui se passe, quel est leur état de santé, comment ils essaient de en gros réagir avec leurs problèmes. Et l'utilisateur, ou plutôt le patient, il va pouvoir répondre de manière totalement libre aux questions que pose Ellie. Et donc il va pouvoir raconter un petit peu tout ce qu'il veut. Et ce qui est intéressant, et ce que les chercheurs donc, aux États-Unis ont montré, c'est que globalement, les gens qui ont interagi avec Ellie, donc ce petit personnage virtuel factice, ils vont avoir tendance à donner des informations plus personnelles et plus intimes que s'ils avaient interagi avec un vrai docteur humain. Et ça, pour nous, c'est un second résultat qui est vraiment super intéressant, parce que ça nous permet de comprendre que ces petits personnages virtuels, en fait, ils peuvent servir d'intermédiaire réellement entre le patient et le médecin pour essayer de récolter des informations que peut-être le patient n'aurait pas envie de donner parce qu'il avait peur d'être jugé, qu'il a un petit peu honte. Et donc, ce type d'humain virtuel ici peut nous permettre de récolter ces informations-là. Et enfin, le dernier avantage qui nous va beaucoup nous intéresser dans le cadre de ces petites applications de suivi, c'est que, en gros, la modalité d'interaction avec des agents conversationnels, c'est une modalité d'interaction totalement naturelle. C'est-à-dire que plutôt que de lire du texte sur un smartphone et de cliquer sur des boutons, ben, globalement, un patient il va pouvoir discuter de manière totalement libre avec ce petit personnage. Et donc, nous, on va pouvoir récupérer des informations qui vont être verbales, vocales et non verbales. Et ça, pour nous, c'est une mine d'or, parce que ça va nous permettre d'avoir des informations vraiment spécifiques sur un état émotionnel. On peut par exemple avoir un patient qui va éviter le personnage du regard, qui va se recroqueviller sur lui-même, qui va avoir un timbre de voix vraiment spécifique. Et ça nous en dit beaucoup sur le patient, et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas forcément récupérer si l'application de suivi ne comportait pas ce type de personnage virtuel. Donc globalement, pour finir, si on regarde un petit peu cette boucle classique d'utilisation d'un outil numérique pour le suivi, si on réussit à intégrer en fait des personnages virtuels dans ce genre d'outils, ce que ça va permettre, c'est dans un premier temps de collecter des données, on va dire multimodales, très intéressantes pour nous, à savoir par exemple des données vocales, des données verbales et non verbales, quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir autrement. Et dans un second temps, ces personnages virtuels, ce qui va être très intéressant, c'est qu'ils vont permettre de donner des conseils et des interventions d'une manière plus empathique. Donc ce que ça va avoir comme effet, c'est que ça va engager les patients sur le long terme, et du coup ça va rendre les interventions de nos outils plus efficaces. Et j'en ai fini, du coup, merci beaucoup.